Donc je suis Richard Marazano, je suis scénariste et dessinateur en bande dessinée. J'ai fait à peu près 70 albums chez différents éditeurs, de Dargaud, Lombard, Glénat, Dupuis, Soleil, dans mes humanoïdes associés à mes débuts, Carabas, voilà, dans des styles très très différents. Et je crois qu'on peut me cataloguer un peu comme un auteur de genre. Quand j'écris un récit de science-fiction, un récit historique ou un récit d'aventure, c'est pas dans le but de écrire un récit de science-fiction, c'est de trouver le meilleur mode d'expression pour le fond du récit que je veux raconter. Et je suis en tant que scénariste, j'ai été beaucoup influencé par le cinéma. Bon, il y a deux manières de se nourrir. Il y a les expériences médiates et l'expérience immédiate. Immédiate, c'est sans médias intermédiaires, donc les rencontres, ce qu'on a vécu, les voyages, les rencontres qu'on a faites. Mais parmi les expériences médiates, le cinéma a une grande importance, et pour moi, et notamment des auteurs qui étaient des auteurs de genre, des auteurs comme Robert Wise, comme Billy Wilder, qui étaient capables de faire du polar, de l'humour, du film fantastique, et de manière aussi heureuse l'une que l'autre, et qui n'avaient pas de mépris de genre. Voilà, donc c'est une liberté d'approche en fait, qui me semble assez importante. De physique et d'astrophysique, il y avait une spécialisation d'astrophysique, mais j'ai été viré parce que j'étais pas assez bon en mathématiques, donc on peut pas me donner ni aucune palme ni aucune gloire là-dedans. Et par contre, ça a forgé ma manière de penser, qui est du rationalisme positiviste et qui plus est une forme de matérialisme dialectique aussi qui est propre à la science et à la pensée rationnelle de la fin du 19e et du 20e. En réalité, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Guilhem et moi, on se connaît depuis 20 ans, on avait des projets ensemble, certains n'ont pas abouti, parce que le moment n'était pas là, la rencontre ne s'était pas effectuée avec des éditeurs. Mais on a eu l'envie commune de suivre cette transformation ensemble. Et le sujet s'est présenté, donc on s'est engagé là-dedans. Ces thématiques scientifiques sur l'astrophysique, ça se retrouve dans d'autres albums. C'est pas tellement le thème là, mais la science et le regard qui est porté dessus, sa dimension progressiste ou non, c'est quelque chose qui est traité dans d'autres de mes albums. Mais là, on traite d'un personnage qui est Nikola Tesla, qui est assez emblématique de ça. Donc évidemment, d'un seul coup, c'est vraiment le premier aspect de lecture de ce récit. C'est un personnage qui est comme ça, qui est assez ambigu, mais ça reste un grand scientifique qui a eu une influence sur le développement des magnétismes et d'électricité qui est très important. Il y a une unité de mesure qui porte son nom. Les scientifiques ne donnent pas une unité de mesure à des noms mystiques. Hein. Donc c'est un véritable scientifique, mais son parcours de vie, sa volonté d'inscrire la science dans un projet humaniste, et de faire en sorte qu'elle profite à l'humanité entière et pas seulement à une caste privilégiée qui était la classe capitaliste qui voulait faire de l'argent des résultats de la science, a fait que cette guerre avec les industriels et le capitalisme l'ont détruit, et donc ça a probablement entraîné une forme de folie mystique chez lui et une forme d'irrationalisme qui en fait un personnage ambigu et plein de contradictions, et c'est la contradiction interne chez les gens, c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que c'est là qu'il y a une dialectique et que ça peut révéler par opposition des choses différentes chez eux. Alors les 3 fantômes de Tesla se déroulera en 3 tomes. Qui est vraiment un récit complet, qui a un début, une fin, avec une thématique. Et avec Guilhem, plus on y réfléchit et plus on a le désir et l'envie, alors qu'on n'est qu'au premier tome, hein, je veux dire, on n'est pas en train de tirer sur la corde, se présente la nécessité de faire un 2e triptyque qui se passera des années plus tard, avec une thématique, avec un approfondissement de la thématique, avec des personnages qui reviendraient mais qui ne seraient pas la suite forcément du récit, et qui serait un récit indépendant. Les deux triptyques pourraient se lire indépendamment, il n'y a pas besoin d'avoir l'un pour comprendre l'autre. Mais le champ qu'on ouvre sur ce premier tome, on comprend qu'on est en train de comprendre, au milieu du 2e tome, là, qu'on n'aura pas la place de l'exprimer
dans cette première approche de la série. Or, on n'a pas envie de tirer la corde pour le lecteur, de lui délayer les conséquences de ce qu'on a mis en place sur le premier tome et sur le deuxième tome, de le reporter au tome 5 ou au tome 6 en continuant la linéarité du récit. Donc on va garder cette brisure de la linéarité du récit pour s'arrêter au troisième tome, que l'histoire soit complète, que la thématique soit bouclée, que le destin des personnages soit bouclé à ce moment-là, que les enjeux de la grande guerre, de la grande lutte entre Edison et Tesla, au-delà même de leur mort, soient achevés, et repartir sur un autre thème, un autre projet, si le public nous donne vie, et si l'éditeur nous l'autorise évidemment, et si on en a toujours l'envie à ce moment-là. Mais bon, Guilhem est un camarade de 20 ans et on a beaucoup discuté de ça, et donc il y a vraiment matière à élargir, enrichir énormément la thématique, les réflexions qu'on a eues sur le sujet et l'univers. Donc ça serait difficile de s'en priver à ce moment-là, mais ça ne sera pas une obligation de lecteur. Le lecteur qui ne désirera pas approfondir pourra très simplement se satisfaire de ce premier triptyque qui aura sa vie propre. Alors je ne suis pas du tout métaphysicien, vraiment ma pensée est vraiment matérialiste dialectique. C'est vraiment un rapport dialectique au réel. C'est-à-dire qu'on pense le réel, on travaille le réel, on s'ajuste, on se transforme face au réel, on transforme le réel, et on a une réflexion certes morale mais qui n'est pas métaphysique sur ce processus dialectique de transformation de soi et de l'environnement. Mais c'est un thème qui traverse toute l'histoire de l'humanité et qui, je pense, n'est pas prêt de s'effacer, puisque c'est notre mode de relation au monde. On a la capacité de transformer le monde parce qu'on a des mains que certains animaux n'ont pas. On a un cerveau qui nous permet de concevoir des outils. Et contrairement à certains instruments qui utilisent, il y a cette polémique permanente, on dit que les singes utilisent des outils, c'est faux, les singes utilisent des instruments. Pour qu'il y ait la pensée de l'outil, il faut qu'il y ait l'idée de transformation d'un objet qui soit appliqué à un travail spécifique et que l'idée de ce travail préexiste dans l'esprit de celui qui transforme l'objet, l'instrument en outil en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui traverse l'histoire de l'humanité, du fait qu'on a une main, du fait qu'on a une pensée, et que là, entre le geste et la pensée, il y a une dialectique permanente. Et ça, c'est une thématique aussi qu'on retrouve dans le dessin. Quand on est dessinateur, on discutait hier avec Felipe et avec Guilhem, on a une dialectique permanente entre le geste et la pensée. Et donc, comme ça fait partie de nous, on ne peut pas, je ne peux pas imaginer un moment que ça va quitter mes préoccupations. Donc, et ça, comme cela s'exprime de mille manières dans nos cultures, dans notre histoire, dans notre sociologie, dans nos politiques, ça ouvre à des milliers de récits. Et ça ne sera pas forcément le thème principal, mais c'est un modus operandi de toute façon. J'ai réalisé des bandes dessinées humoristiques avec Cosemos, avec Abel Chen, que j'ai réalisé pour Pif et Carabas, un journal de Pif qui paraissait chaque mois à l'époque. C'est quand même une histoire de grenouilles de l'espace, donc mais il y avait tout de même une dimension dialectique là-dedans, mais bon, on traitait sous le mode de l'humour, c'était pour les enfants, etc. Le rêve du papillon, sans être un thème léger, c'est quand même un thème relativement onirique, mais qui inclut aussi ce genre de thématique. Mais bon, c'est plus une part de rêve. Le monde de Milo également. C'est toujours présent, mais présent à un degré différent et un degré de prégnance et d'influence d'immédiateté qui est différent. Mais je suis un auteur de genre, je fais des récits de science-fiction, des récits intimistes, des récits d'humour, des récits d'aventure, des récits... Voilà. On a eu des différends avec Jean-Michel, mais c'était aussi ce qui m'avait amené à travailler avec lui et à l'accompagner. On a beaucoup réfléchi avec Jean-Michel sur cette démarche-là. C'est une approche qui est très très intéressante pour traiter de sujets réalistes assez sombres. Et évidemment, il ne faut pas que ça l'écrase non plus. Donc on a eu une réflexion pendant tout le temps qu'on a travaillé ensemble sur différentes séries, qui a porté sur le complexe du chimpanzé, sur le protocole Pélican et sur les mémoires de la guerre civile qui va sortir prochainement chez Dargaud, où effectivement cette dimension du dessin réaliste avait une importance réelle dans le récit. J'écrivais les récits pour Jean-Michel, effectivement. Et j'écris toujours pour mes dessinateurs. On se rencontre, on discute de ce qu'on voudrait faire ensemble, on voit si on a des thématiques, des envies, des idées communes, et c'est à partir de là qu'on construit avec les forces de chacun. Il ne s'agit pas d'exiger d'un auteur quelque chose qui ne lui ressemblerait pas, ça ne marcherait pas. Très souvent, on me dit que mon écriture
Et ma manière de découper mes récits, rythmiquement et aussi quand je fais le storyboard des dessinateurs graphiquement, est très cinématographique. C'est quelque chose qu'on me dit depuis presque mes premiers livres. Et qui se retrouve dans tous les styles différents que j'ai fait, c'est toujours une remarque qu'on a fait. Et c'est vrai, avec Jean-Michel, on avait commencé à faire des courts-métrages qu'on n'a pas abouti pour des raisons X, et où il y avait une volonté de raconter. Ce qui nous manque, c'est le mouvement et le son. Là, pour le reste, on a tout, on a la sémantique, etc. Mais oui, c'est vrai que ça m'intéresserait fortement. On n'est jamais venu me chercher pour ça, mais le cinéma, par contre, il y a des échanges. Et avec Christophe Ferrer, on est en train de discuter de l'adaptation de Milo en dessin animé. J'ai plusieurs de mes scénarios qui ont été soit achetés par des producteurs essentiellement américains, très curieusement, peut-être probablement parce que ma culture est aussi une culture narrative qui découle de la manière dont les auteurs européens sont partis aux États-Unis à une certaine époque et ont influencé le cinéma américain. Donc il y a cette espèce de rencontre qui revient, quoi. Mais effectivement, j'en aurais l'envie, oui, mais je n'ai pas de connaissances dans le milieu du cinéma et c'est aussi un processus qui est différent. Dans le cinéma, la production, la pré-production prend beaucoup plus de temps que la production elle-même, ce qui est tout à fait l'inverse en bande dessinée. On a une pré-production qui est très courte. Le projet est souvent validé dans un temps très court et après on a un travail de production qui s'effectue sur 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans avec certains auteurs, tandis que le cinéma c'est à peu près le contraire. On a une pré-production qui est très très longue, qui peut parfois se dérouler sur 2, 3, 4, 5 ans. Et après la production réelle, le tournage se déroule en quelques mois. Donc c'est d'une manière différente, mais en même temps ce sont deux médiums très très proches. Et effectivement, je sens un appel de ça, on m'en parle, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Si l'occasion se présente, j'ai envie de débloquer un petit peu de temps pour effectivement me remettre à l'écriture et à la réalisation de courts-métrages pour montrer qu'effectivement ces ponts-là sont possibles et aussi montrer avec les outils modernes que sont les nouvelles caméras qui permettent de filmer pratiquement en RAW, avec des petites caméras qui ne coûtent pas si cher que ça. On peut avoir une approche cinématographique avec une gestion de la lumière qui aurait demandé du matériel qui aurait coûté des millions auparavant, ou au moins des centaines de milliers, et qui deviennent maintenant abordables pour des toutes petites productions, qui est vraiment sandwich and coke, quoi, où vraiment avec rien on peut faire un film, quoi. Et donc là où c'est vraiment uniquement la pensée narrative et la manière de traduire ça de manière visuelle et rythmique qui va emporter le morceau et en faire une œuvre ou pas, quoi. Donc aujourd'hui on revient à une forme d'immédiateté de la possibilité de production, si on est malin, qui permettrait vraiment peut-être de faire des vrais films, même des longs métrages avec rien. Et avec Jean-Michel, le court-métrage qu'on se proposait de faire, qui finalement était devenu pas un moyen-métrage non plus, mais qui commençait à atteindre une vingtaine, une trentaine de minutes. C'était un truc avec des effets spéciaux, avec une narration complexe, c'est un récit de science-fiction en plus contemporain. On commençait à arriver à un truc qui graphiquement, narrativement, bougeait assez et avait une sémantique qui était vraiment qui avait la profondeur qu'on arrivait à atteindre sur des récits beaucoup plus longs en bande dessinée. Donc je pense que c'est possible, il faut simplement se dégager du temps ou des volontés extérieures qui permettraient de porter cette possibilité-là dans un cadre beaucoup plus large et avec une puissance de frappe plus grande si j'arrive pas à me dégager le temps pour le faire en plus petite production. Alors entre les projets signés, qu'on s'est signé, c'est plus déjà un projet, on est vraiment en production, mais oui, je continue l'expédition, Sam, on arrive au tome 4 qui va être publié là, on a d'autres projets avec Xiao derrière. J'ai commencé une nouvelle série avec un dessinateur qui s'appelle Ahmad Mir, qui est un dessinateur iranien qui est venu habiter à Angoulême et qui est un dessinateur foisonnant, qui a un graphisme extraordinaire et où on va faire un récit d'aventure qui se passe dans l'Iran ancien. J'ai comme autre projet en cours le jour des méduses avec une dessinatrice chinoise qui est une dessinatrice réaliste absolument extraordinaire, qui a une sensibilité sur ses personnages qui est très très touchante. Et donc il sera un récit un peu particulier d'une jeune fille qui voit des méduses flotter partout.
oui, enfin, j'ai la reprise de Norge avec Chris Lanquet qu'on avait amorcé il y a quelques années, mais comme il a été détourné de son projet initial par les éditions du Lombard qui lui ont fait reprendre Alpha, donc ça s'est mis de côté de quelqu'un, mais ça là il a terminé Alpha, donc on va pouvoir recommencer. C'est un peu troublant pour moi parce qu'après je risque d'oublier quelqu'un, de vexer des camarades, mais il y a plein, j'ai à peu près une dizaine de séries en cours à l'heure actuelle. Et j'ai une méthode d'écriture qui me permet de travailler. Le fait d'avoir un certain nombre de séries comme ça me permet de retarder mon écriture. C'est-à-dire que je n'écris que quand j'ai vraiment quelque chose à dire, quand j'ai la nécessité organique que ça sorte. Ça fait que je ne me pose pas le matin devant ma page, on est une page blanche en me disant qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui. C'est plutôt depuis une semaine, je me dis il faut vraiment que je mette ça parce que ça fait une semaine ou un mois que ça doit sortir. Parce que ça me permet de très fortement optimiser mon temps et d'être toujours dans le moment le plus optimum d'écriture où il y a le plus d'énergie d'écriture. Ce qui fait que je condense l'écriture sur un temps plus court. Parce que quand on travaille l'écriture, on a toujours un moment où il faut rentrer dans le récit. Ça met du temps et puis après on a une phase optimum, puis après il y a la fatigue qui arrive et on commence à en sortir petit à petit. Là je suis toujours dans la phase optimum en fait. Donc j'ai cette phase où on est moins productif pendant 2-3 heures, je ne l'ai pas. Et donc je retiens et quand c'est le moment, j'y vais quoi. Et donc je fais un bout de ça, puis un bout d'un autre bouquin, puis un bout d'un autre bouquin, puis je progresse comme ça. Puis ça me permet aussi, dans les collaborations avec les dessinateurs, de voir évoluer le dessinateur par rapport à mon écriture, être capable de voir qu'est-ce qui lui correspond le mieux et de retoucher comme si c'était un costume qui était réajusté en permanence et de faire des retouches en permanence suivant la manière dont il est porté par mon camarade. Ce qui fait que ça permet d'être encore plus proche ensemble sur le bouquin et que le bouquin soit encore plus commun. J'écris pas de bouquin où j'écris le truc tout fait dès le départ, je l'envoie et l'auteur l'adapte tout seul de son côté et je regarde et il faudrait changer ça, ça, ça. Ça me semble pas une bonne manière de procéder. Il y a vraiment un échange permanent en cours d'écriture qui rend la chose beaucoup plus vivante à mon sens. Je pense que c'est ce qui fait aussi que les lecteurs ont un sentiment d'intimité avec les récits sur lesquels je travaille. Alors là, même si c'est des récits, des grands récits d'aventure, de fiction, etc., il y a toujours, je pense, un sentiment d'intimité. Enfin, c'est ce qu'on me rapporte, c'est pas moi de le dire. Hein. Mais je pense que c'est dû à ça. C'est dû à cette intimité permanente entre les auteurs, le monde du récit, et qui est un truc qui se retrouve auprès du lecteur. Alors parmi les scénaristes, ce sera des gens qui sont des gens assez anciens finalement. Des gens comme... j'aurais bien aimé être un truc entre le cerveau de Billy Wilder et de Diamond par exemple, ou de Wilder et de Chandler. Quand ils écrivaient leurs trucs, c'était des auteurs qui étaient complètement complémentaires, complètement différents. D'ailleurs les batailles entre Billy Wilder et Diamond sont épiques, ils s'engueulaient, ils revenaient, enfin c'était des trucs incroyables. C'est extrêmement complémentaire et comprendre cette dynamique de complémentarité entre ces deux pensées qui étaient parfois dialectiquement opposées et le moment où elles se rencontrent, où elles produisent quelque chose d'extrêmement riche et de vivant et d'humain, ça m'intéresserait. En dessin, j'aurais aimé être dans la tête d'un Sorolia ou d'un Sargent pour comprendre comment la manière dont ils appréhendent le réel et qu'ils en font une composition qui dépasse le sujet en termes de sensibilité. Sargent fait une peinture bourgeoise qui dépeint la vie bourgeoise et Sorolia est un auteur qui est beaucoup plus qui traite des sujets beaucoup plus populaires, même s'il a peint la grande bourgeoisie aussi. On sent qu'il a une peinture qui est plus populaire. Et en même temps, les deux ont une manière de capter le réel qui est vraiment une extrêmement grande sensibilité. Et bon, je travaille, je veux faire des projets en peinture, en bande dessinée. Et c'est vrai que j'aime ça, comprendre comment ces gens-là ont un moment intégrer cette dialectique entre le geste et la pensée, entre la pensée et l'expression, la manière dont les autres le perçoivent. Ça c'est passionnant. Malheureusement, on n'a pas ce pouvoir cosmique, mais les œuvres que ces auteurs nous ont laissées nous montrent aussi une démarche qui nous permet d'avoir un petit peu accès à ça. La culture, ça nous permet ça aussi.